Je suis très heureuse, comme d'habitude, d'ouvrir un colloque. Quand je dis comme d'habitude, c'est d'ouvrir un colloque. Quand j'ouvre un colloque, c'est un bon moment parce que c'est la preuve de la vie scientifique de l'université, de l'activité des enseignants-chercheurs, de l'activité dont bénéficient naturellement et à laquelle participent les étudiants. C'est aussi la preuve de la vitalité de la vie scientifique en général, de l'évolution des savoirs. Donc vraiment c'est une chose qui me plaît et je le dis de façon tout à fait sincère. En plus ici, avec ce colloque sur la question de la représentation de la Shoah au théâtre et au cinéma, on a vraiment une très belle occasion de se féliciter de la convergence à la fois d'un thème, celui de la représentation d'un événement indescriptible, inconcevable, aux limites de tout ce que l'inhumain peut apporter dans la vie du monde, mais qui est quand même dans le monde et dans l'humain également. Donc un sujet qui est vraiment un sujet terrifiant. Et puis la question de la représentation, qui est une question qui intéresse de nombreuses équipes ici à l'université, dont l'équipe HAR, qui est l'équipe Histoire des arts et des représentations. Mais ça intéresse aussi bien évidemment les historiens, les gens qui s'occupent de la mémoire, de la construction de la mémoire. Donc on a vraiment l'occasion ici d'une discussion transversale, transdisciplinaire, qui est l'une des marques de cette université. Je crois que si on devait définir très brièvement l'université de Nanterre, ce serait de dire qu'on y conjugue à la fois les sciences sociales, les sciences humaines de tout type, et la littérature, et tout ce qui est représentation écrite ou orale et imagée, et le droit, et les institutions, et le calcul et l'économie, et bien sûr la psychologie, etc. Et d'autres, j'oublie bien sûr, enfin j'oublie. Et on est aussi connu pour être novateur en matière de parcours pluridisciplinaires, transversaux, et je plaide bien sûr toujours dans ce sens-là. Donc là on a un exemple d'objet et de relation entre les champs du savoir qui est tout à fait remarquable. Je ne vais pas être très longue, ne vous inquiétez pas. L'autre point que je voudrais souligner, c'est la venue de personnalités du monde extérieur, du monde étranger, à nous. Et je les accueille bien volontiers, et c'est un vrai plaisir et un honneur de les recevoir. Je voudrais aussi insister sur le fait que cette manifestation scientifique a reçu l'appui de la Fondation Auschwitz et de la Fondation de la mémoire de la Shoah. La première est à Bruxelles, la seconde est à Paris. Donc il y a aussi, je dirais, un aspect sociétal véritable. Je veux dire que la Shoah constitue la trace du XXe siècle qui restera sans doute longtemps, très longtemps, comme emblématique de ce siècle de fer et de sang qui a été traversé de tant d'événements très brutaux. Et mon dernier mot sera bien sûr pour vous souhaiter des échanges fructueux, heureux, dans le bonheur de la connaissance et le plaisir des discussions. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, on est convenu d'être court, chacun d'entre nous, Christian, Philippe et moi, qui donc, allons dire quelques mots pour présenter ce colloque. D'abord, moi j'aimerais remercier les gens qui sont là et tous les participants qui nous ont fait l'honneur de répondre présent très vite et d'être donc très enthousiastes. Et je voudrais aussi remercier mes collègues qui également m'aident pour tout ce qui concerne l'aspect technique des choses. Très rapidement, ce que j'avais prévu de vous dire, d'abord c'était de me fonder sur les grands devanciers, et je tenais à en citer quelques-uns, à commencer en 1989 par un travail qui a fait date sous la direction de Shmuel Trigano. Ça s'appelait Pensée Auschwitz, c'était le numéro spécial de la revue Pardès, à partir d'un colloque qui avait réuni en 88 des philosophes, des historiens, des psychanalystes, des chercheurs, des théologiens, etc. Et je pense que d'une certaine manière, ce colloque, même modestement, s'inscrit aussi dans cette perspective.
Deux ou trois autres manifestations que j'aimerais évoquer. En 92, le colloque très important pour nous qui était dirigé par Saul Friedlander et qui s'appelait Probing the Limits of Representation, qui réunissait également des historiens et des philologues. Le colloque de Catherine Coclot, qui n'est pas encore là, mais qui va sans doute arriver puisqu'elle parle tout à l'heure, 99, parler des camps Penser les génocides, auxquels un certain nombre de nos intervenants d'ailleurs avaient participé. Même s'il n'était pas question directement du cinéma et du théâtre, en tout cas pas de manière centrale dans les manifestations que je viens de citer, ces colloques me semblaient importants et même déterminants. Je voudrais aussi rajouter en 2007 le travail tout à fait précieux dirigé par Jean-Michel Frodon, Le cinéma et la Shoah, un art à l'épreuve de la tragédie du XXe siècle. C'est le titre de la publication, un recueil absolument nécessaire et qui, dans une large mesure, a servi d'impulsion à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et j'aimerais encore évoquer mon amie et collègue Jacqueline Nakache, avec laquelle, pendant 2 ans, j'ai mené et animé un séminaire de recherche consacré au cinéma et à la Seconde Guerre mondiale, et qui a permis, ce séminaire, de préciser nos approches et de stimuler, en tout cas, la recherche. Pour le cinéma en particulier, puisque c'est mon domaine de spécialité, on pourrait encore citer quelques grands devanciers, mais à ma connaissance, pas de grands rendez-vous universitaires. Il y avait, on s'en souvient, puisque ça a été publié et traduit en français en 1985, le très stimulant volume d'Annette Hinsdorf, qui était paru dans la série Cinéma-Action, qui s'appelait l'Holocauste à l'écran. Il ne faudra pas oublier le très sérieux, très approfondi travail d'Ilan Avissar, Screening the Holocaust, 88, et également celui de Judith Downson, The Holocaust in American Film. Texte important auquel on se réfère encore aujourd'hui, auquel il faudrait ajouter au moins certains chapitres de travaux remarquables, comme ceux d'Omer Bartov, que nous allons entendre tout à l'heure, non seulement de June Cinema, qui est sorti en 2005, mais également Murder in Our Midst, au moins, The Holocaust, Industrial Killing and Representation, qui est sorti à Oxford University Press en 1996. Je n'oublie pas non plus, j'aimerais citer leurs noms, Laurence L. Langer, Dominique Lacapra, Beryl Lang, j'espère que je n'en oublie pas trop. Le titre de notre colloque comprend, comme vous l'avez vu, le mot limite, sur lequel j'aimerais revenir un instant seulement, rassurez-vous. Simplement pour préciser 2 petites choses. Au cinéma, comme partout ailleurs, ces limites, elles se manifestent bien sûr d'abord par l'exclusion. La limite, c'est une certaine manière de tracer une frontière entre le montrable et le non montrable, d'une certaine façon d'exclure, si l'on veut, ce qui ne sera pas représenté. La limite, et c'est le premier point, nous signale ainsi qu'il y a du non montrable. Mais en limitant, évidemment, en excluant, on délimite par là même un domaine de visibilité. En quelque sorte, on pourrait dire que le même geste qui exclut, inclut, que la limite signale qu'il y a du montré. Et enfin, imposer ou s'imposer des limites, c'est aussi définir des modalités dans la représentation. La limite, comme frontière du domaine de visibilité, va de pair avec la manière dont se présente toute chose à l'intérieur de ce domaine. Et si l'on regarde les films, puisque je parle de cinéma, tels qu'ils se présentent et sont perçus par le public, on s'aperçoit souvent qu'on n'a pas toujours affaire sur le sujet à un silence, mais souvent à un système d'allusion, et qu'on peut tenter de décrire dans ces différentes modalités, justement. Ce qui est aux limites d'une chose, et j'en terminerai là-dessus pour les limites, ce qui est aux limites d'une chose, c'est ce qui est aux limites d'une chose qui révèle l'essence de cette chose, ce qui est en somme en son centre. Et les conditions aux limites de la représentation sont révélatrices de ce que sont le cinéma et le théâtre. J'aimerais terminer en citant la préface de la première édition de l'Histoire de la folie de Michel Foucault, 61, préface qu'il a d'ailleurs abandonnée par la suite, dans laquelle il essaie de définir ce que pourrait être une histoire des conditions aux limites. Il écrit ceci: on pourrait faire une histoire des limites, de ces gestes obscurs, nécessairement oubliés dès qu'accomplis, par lesquels une culture rejette quelque chose qui sera pour elle l'extérieur. Et tout au long de son histoire, ce vide creusé, cet espace blanc par lequel elle s'isole, la désigne tout autant que ses valeurs. Plus loin, il ajoutait: interroger une culture sur ses expériences limites, c'est la questionner aux confins de l'histoire sur un déchirement qui est comme la naissance même de son histoire. Dans une certaine mesure, dans ce cadre d'une réflexion consacrée aujourd'hui au théâtre et au cinéma, c'est cette archéologie du silence que je vous suggère aussi de mener. 2 mots pour terminer cette fois, véritablement.
Notre colloque se donne donc pour tâche d'interroger les productions cinématographiques et théâtrales. C'est un parti pris qui correspond aussi à la vocation des études d'art du spectacle à Nanterre, au cursus unique en France, qui associe les deux disciplines en licence et ne démêle pas tous les liens en master, puisque nous proposons des séminaires communs, et qui correspond également à l'identité de notre équipe de recherche, qui accueille de plus aujourd'hui l'histoire de l'art. Voilà, je termine par 2 ou 3 petites précisions techniques. Cette première journée, nous appellerons donc 4 intervenants, chacun aura environ 45 minutes pour s'exprimer. Et d'accord avec Philippe, nous avons convenu de réserver, n'est-ce pas, les débats à l'issue de 2 interventions. Voilà. Dernière chose, il y a eu quelques modifications malheureusement sur le programme qui vous a été distribué. D'abord, je dois excuser l'absence d'Ophir Lévy qui est frappé par un deuil cruel et qui ne pourra donc pas être des nôtres demain matin. Bien entendu, vous savez qu'il y aura une publication et Ophir nous a promis son texte. Je dois aussi dire un mot de Catherine Axelrad-Bourget, qui nous avait fait l'amitié de participer à une table ronde. Malheureusement, elle a été victime d'un grave accident et nos pensées vont vers elle au moment où je parle. Ces jours ne sont pas en danger, mais bien entendu, elle ne pourra pas être là. Mais nous penserons à elle quand nous évoquerons Primo Levi. Et puis, dernière chose, la journée de vendredi, Annie Dagnon-Rosenman parlera finalement dans l'après-midi et Jean-Pierre Eskenazi parlera le matin. Voilà, je vous remercie. Merci. Juste quelques petits mots sur l'association Cinéma-Théâtre qui n'est pas simplement institutionnelle liée à l'équipe HR, mais qui aussi était pour nous l'idée de créer une sorte de dispositif, en partant un petit peu du constat que le cinéma de la Shoah et des camps nazis s'est très vite confronté, d'une certaine manière, non tant au problème de la représentation de la violence, bon, après, c'est tout l'enjeu du colloque, mais qu'à la pression des discours critiques qui venaient avancer l'argument d'irreprésentable. Et donc, introduire le théâtre, c'était peut-être une manière d'alléger cette pression, donc de faire du théâtre et du cinéma ensemble dans ce colloque un véritable dispositif, mais un dispositif de mise à distance aussi des pressions qu'il pouvait y avoir sur le cinéma avec la question de l'irreprésentable. Parce qu'en fait, le théâtre a une longue histoire concernant la représentation des violences extrêmes et des dérèglements, qu'ils soient individuels ou collectifs. D'ailleurs, c'est un séminaire qu'on a animé pendant 3 ans avec Christian Bier, qui fait aussi, qui trouve ici d'une certaine manière écho et aboutissement. Que le théâtre aussi a pris en charge la question de l'émotion et qu'il a entretenu cette question-là en permanence. Et que cette longue histoire date de sa naissance, y compris d'avoir été confronté à de nombreuses disputes qui ont jalonné son histoire. Alors, voilà, on pouvait imaginer que si on pense au théâtre ancien, qu'avec sa vieille expérience, il puisse venir dédramatiser d'une certaine manière les débats sur lesquels et dans lesquels le cinéma de la Shoah et les camps risque souvent de tomber. Et donc c'était une raison pour rendre le cinéma présent, et nous offrir une variété de points de vue, d'autres points de vue que ceux du cinéma, d'autres expériences, d'autres savoirs sur la représentation extrême et sur la cruauté collective, et croiser tout ceci. Et offrir aussi ce que le théâtre a comme richesse sur les effets de mise à distance. Mais il y a aussi une autre raison, donc si je mets l'accent plus sur le théâtre, c'est qu'il y a une raison plus contemporaine, il y a un théâtre nouveau qui, de façon peut-être plus discrète que le cinéma, mais avec un véritable corpus et très, très riche, s'est confronté aux questions de la représentation des camps, du génocide et par extension du nazisme, de la terreur nazie. Parce qu'il a le souci aussi, et s'il y est confronté, c'est bien pour ce souci-là, parce qu'il a le souci d'interpeller les spectateurs et de les mettre en condition de penser ce qui est représenté et pourquoi cela est représenté. Je ne cite pas de nom ni de dramaturge ni d'œuvre, puisque de toute façon il y aura un certain nombre d'interventions qui vont en parler. Mais c'est aussi pour cela donc, que ce théâtre est présent, pour nous inviter à reconsidérer, à la mesure de sa propre actualité, donc en tant que théâtre nouveau, et non plus théâtre de l'histoire ancienne, non pas le rapport même pas le rapport entre fiction et vérité,
mais d'une certaine manière comme au-delà de la vérité, le rapport entre fiction et violence extrême qui s'est exercé durant la Shoah et les camps nazis, avec la question qui revient au titre, s'agit-il de la même limite de la représentation qu'éprouve le cinéma d'un côté et le théâtre de l'autre? Merci. Merci, j'interviens enfin à la fois pour remercier mes deux collègues et amis d'avoir organisé ce colloque que nous souhaitions dans cette équipe de recherche depuis longtemps et qui arrive aujourd'hui pour à la fois terminer un cycle sur les questions de la guerre, sur une réflexion sur la représentation de la guerre au théâtre et au cinéma, auquel l'ensemble de l'équipe de recherche a participé, en même temps pour ouvrir autre chose autour des questions qui ont été posées, et en particulier cette expérience des limites qui, je crois, honore le travail cinématographique et le travail théâtral en général, pourvu qu'il soit contemporain. Je voudrais juste ajouter aussi que depuis tout ce temps qu'on travaille ensemble sur les questions de guerre et sur les questions de meurtres massifs, on va dire, notre équipe de recherche s'est agrandie puisque nous avons fusionné, comme on dit maintenant, au ministère avec une autre équipe de recherche d'histoire de l'art, d'histoire culturelle. La résultante est aussi ce colloque avec la présence entre autres d'Alain Becker, c'est-à-dire que l'idée maintenant est d'essayer de penser de manière plus large non seulement la question de la représentation, mais peut-être aussi celle de la figuration, et de la figuration du point de vue des limites. Alors, je voudrais placer juste quelques mots avec deux références, une référence théâtrale et une référence romanesque pour essayer de lancer un petit peu les débats qui vont venir. Première question qui va nous occuper pendant tout ce temps, c'est de savoir si une fiction peut devenir une allégorie sous le prétexte que le lecteur, ou sous le prétexte que celui qui regarde en a l'intuition. Et par là, qu'une œuvre, de manière générale, échappe à son auteur, c'est un truisme que de le dire, et c'est principalement ce qui fait une œuvre, à savoir que quelque chose peut se lire, peut se voir, et qu'il est très difficile aujourd'hui de voir quelque exemple que ce soit d'un certain nombre de référents, de systèmes référents, de topiques, de scènes, qui n'est pas à voir avec Auschwitz, qui n'est pas à voir avec l'écran que fait nécessairement Auschwitz. Donc il faut ici, d'emblée, me semble-t-il, distinguer Auschwitz et Auschwitz, l'Holocauste et Holocauste, ou la Shoah et Shoah. Auschwitz, comme je l'entendrai ici, et j'emploie ici la façon allemande de désigner la destruction des Juifs d'Europe, cette désignation me semble pour moi plus intéressante et moins problématique que Shoah ou Holocauste, mais j'imagine qu'on parlera de tout ça, peut-être pour l'idée de synecdoque, cette synecdoque qu'elle met en place, non symbolique, est partie pour le tout. Donc Auschwitz n'est pas l'histoire, ni une donnée historique, mais ni une donnée immanente, mais ici, du point de vue de l'art, du point de vue du travail que nous ferons, une notion construite. Ce qui ne l'empêche pas ni de recouvrir la vérité, une vérité, celle du génocide, ni d'être aussi l'histoire, ni d'être une donnée historique incontestable. Mais, comme toute notion, à même de fournir le sujet d'une œuvre, d'une réflexion, d'une interprétation, cette notion est de fait historicisable comme notion. Elle se détermine selon ses présences comme différemment figurée, différemment construite, différemment modifiée, donc en état d'être diversement vue, lue, interprétée. Et c'est cette historicisation de cette construction via les esthétiques théâtrales et cinématographiques, selon les moments historiques et selon les lieux, selon les médiums, que nous parlerons ici dans ce colloque. C'est pourquoi nécessairement nous hésiterons, puisqu'à partir de données fictionnelles, qui sont parfois manifestes, mais qui dans d'autres cas sont simplement sous-jacentes, nous devrons nous interroger aussi bien sur la manière dont Auschwitz est transcrit dans les fictions, que sur la manière dont nous constatons, nous pensons, nous interprétons qu'il l'est. Comment Auschwitz devient Auschwitz. Et très vite, nous en arrivons à une première hésitation. Comment, par exemple, le référent Auschwitz est si présent depuis que le mot a acquis son universalité, donc durant les années 80, et comment peut-il être convoqué? Et peut-il être convoqué alors que quelques éléments seulement semblent en fonder la présence et l'interprétation? En d'autres termes, Auschwitz peut-il être un effet de lecture sans avoir d'intention auctoriale préalable? Et si oui, depuis quand? Je veux dire, depuis quelle période exactement la littérature, le théâtre, le cinéma sont-ils porteurs d'Auschwitz? En sachant que ces périodes, qui ne coïncident pas nécessairement avec la manifestation historique d'Auschwitz, peuvent être
interprété, pensé, nommé? Et si oui, où? Je veux dire qu'Auschwitz n'apparaît pas au même moment, ni avec la même intensité, ou le même contenu, la même image, selon les lieux, les pays ou les communautés. Que fera-t-on, par exemple, d'une pièce dont je vais essayer de lancer le diaporama ici, voilà, si ça marche. Je le lance, Help. Tu peux être dans le jeu, je prends la partie. Donc, que fera-t-on d'une pièce comme Anathème, du groupe OFF, compagnie belge, conduite par Jacques Delpy, qui a été jouée en Avignon en 2005. On le voit peut-être par les photos qui risquent d'arriver à un moment quelques derrière moi et qui vont donc défiler à une vitesse extrême. C'est au départ, donc on peut les faire passer, d'une sorte d'oratorio où l'on voit des hommes et des femmes entrer, poser leurs vêtements, leurs chaussures, s'asseoir à côté d'un homme dont la tête est ligotée, supprimée, et dont l'effigie de la tête est présentée devant lui. On les voit tous, peu à peu, se ranger, écouter des passages de la Bible qui relatent des mises en scène des mises en scène de mise à mort collective, des massacres, directement accomplis par Dieu ou perpétrés sur son ordre formel. Voilà. On va faire passer des choses comme ça. Voilà. Ouais. Donc, puis, lorsque les textes deviennent absolument insupportables, que tout le monde s'est assis, que tout le monde s'est dénudé, que tout le monde a posé ses vêtements, peu à peu, sur le côté droit de la scène, à court, peu à peu, les gens se réunissent. Une fois qu'ils se sont réunis, alors, et alors seulement, l'oratorio devient plus fort, plus strident. Les paroles, à savoir le texte de la Bible qui raconte les massacres, devient plus fort, plus insupportable. Quelqu'un se lève, doucement, voilà, ne peut plus supporter, et peu à peu, tout le monde se met ensemble, en tas, comme des corps, réunis, et en même temps s'entrebattant, se souffrant à l'intérieur de ça. Lorsque les textes deviennent insupportables, que la musique se fait stridente, on voit ces hommes et ces femmes s'entrechoquer, s'entremêler, comme saisis par une catastrophe. Et puis, ils se rangent, à nouveau, tandis que sur un mur apparaît une phrase de Rainer Müller: « Je t'ai pourtant dit de ne pas revenir, quand on est mort, on est mort. » Anathème est-il alors un spectacle sur Auschwitz, même si Delpy le dénie? Et comment ne peut-on ne pas penser à Auschwitz lorsque ces hommes et ces femmes lentement se dénudent, plient leurs affaires, se mettent en tas, les chaussures d'un côté, les vêtements de l'autre, se mettent eux-mêmes en tas, nus, sous les coups de boutoir du texte biblique et de la musique? Comment ne pas penser à Auschwitz? Comment ne pas voir, comment ne pas entendre Auschwitz? Que fera-t-on encore de cette fiction, et je terminerai par là rapidement, que j'ai choisie hors des sphères théâtrales et cinématographiques et qui, peut-être parce qu'elle vient juste d'être publiée, n'a encore rien donné, ni lieu à aucun commentaire en ce sens de la part de son auteur, Philippe Roth, ni à des commentaires convoquant précisément Auschwitz par des lecteurs ou par des critiques. Ce livre porte un titre, Némésis, la fatalité. Nous sommes à Newark, pendant l'été torride de 1944. Un certain Bucky Cantor est un jeune juif de Newark qui, bien que de constitution athlétique, n'a pu être accepté dans l'armée, contrairement à ses deux frères, et à tous les jeunes gens de son âge, à même de pouvoir combattre. Parce que ses yeux, extrêmement déficients, le lui interdisent. Bucky voit mal, et pourtant, il a la volonté de se battre, de servir, d'être utile. Il deviendra l'image de l'invisibilité à Newark. C'est le dernier mot du texte. Ce sera celui qui sera chargé de surveiller un terrain de jeu, un playground. Et pourtant, en plein été 44, sous la violence de la chaleur, quelque chose se déclare qui est une épidémie, la polio. La polio, peu à peu, touche ces jeunes gens. Et Bucky Cantor essaie de résister. Il est là, il voit cette épidémie se développer. Et à un moment quelconque, il est appelé par celle qu'il aime pour aller dans un autre playground, beaucoup plus loin, beaucoup plus agréable, puisque c'est dans les montagnes,
et il finira par y aller. Il quittera le premier endroit, qui est l'endroit de la peste, qui est l'endroit de la polio, qui est l'endroit de l'horreur, qui est l'endroit de la catastrophe, pour aller dans un deuxième dont il pense que la communauté juive peut être, comment dirais-je, exemptée. Et là, après quelques moments de bonheur, un autre cas, puis un deuxième, puis un troisième, d'enfant se déclarera. Ce qu'on apprendra, c'est que Petit Cantor est porteur sain de la maladie. Autrement dit, la question que pose ici, outre les questions très larges et très philosophiques que peut poser la question de la némésis dans le texte de Philippe Roth, ce qu'on voit, c'est qu'on n'échappe pas à l'histoire, qu'on n'échappe pas à la peste antique, qu'on n'échappe pas à la polio moderne, qu'on n'échappe pas au cancer des années 40. Mais si Roth dit bien qu'on n'échappe jamais à la guerre, au massacre des masses, aux épidémies, quoi qu'on fasse, en l'absence de toute mention explicite, peut-on parler d'Auschwitz dans ce texte? Or, ce roman est pourtant un texte allégorique. Et n'importe quel lecteur n'aura aucun mal à penser la guerre, les années 40, la découverte des horreurs de l'an 44, à partir du récit, mais aussi des commentaires de Roth dans le texte lui-même. Némésis dit tout cela, comme il précise, dans une dernière partie, qu'on ne peut jamais tout expier parce que la faute n'est jamais que ce qu'on imagine qu'elle est. Le roman pose la question de la faute, saisit l'an 44 à bras le corps, montre la capacité destructrice de ce temps. Dès lors, il parle et ne parle pas d'Auschwitz, notre obsession. Compte tenu de notre légitime obsession d'Auschwitz, que faut-il, en l'absence d'une déclaration d'auteur, et même avec une déclaration d'auteur, pour que les fictions soient peu ou prou porteuses d'Auschwitz comme métaphore, allégorie, image, et donc lues comme telles? Ou peut-on admettre qu'Auschwitz soit une sorte de trace systématique de lieu nécessairement présent, de clé interprétative ostensible, latente, occultée ou manifeste, toujours, maintenant? Et faut-il dès lors qu'on reconnaît Auschwitz ou qu'on voit Auschwitz, n'y entendre que catastrophe ou désastre fatal, tragique, dû au destin ou dû à la fatalité? Ou bien faut-il, malgré le saisissement, malgré la tentation de s'arrêter à la stupeur de l'impensable, tenter de penser aussi que les meurtres de masse, que les génocides ont des raisons, sont perpétrés par des agents pensants et qu'il y a des raisons à tout cela, que les fictions théâtrales et cinématographiques doivent elles aussi penser, figurer et dire. Ce sont là, je pense, des enjeux majeurs qui parcourront nos débats. Je vous remercie.